Salut l'équipe, il y a un sujet importantissime dont j'ai vraiment envie de vous parler depuis quelques années. Mais en fait, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai surtout envie de me plaindre à la NBA. Pas de banderole insultante sur les parents pour moi, je vais prendre mon édito hebdomadaire pour demander des comptes et peu importe si ça déplaît. Est-ce que quelqu'un peut vraiment m'expliquer pourquoi les coachs NBA ont abandonné leur costume pour un flot de mauvais profs de sport un jour de conseil de classe ? Depuis 2020 et la bulle à Orlando, les coachs NBA ont donc troqué leur costard haute couture pour un flot de directeurs de centres aérés. Et ça m'emmerde. Ils sont où mes Pat Riley, mes Phil Jackson, mes Chuck Daly avec leur classe de grands boss? Aujourd'hui, un coach ressemble surtout à un daron endimanché venu remplacer le coach de son fiston. Ça fait pas sérieux. Curieux quand même, dans une ligue où la mode a pris une part très importante chez les joueurs, d'habiller ses coachs chez Armand Thierry. Alors oui, ça peut paraître anecdotique pour vous, mais moi, ma NBA, je l'aime avec des coachs qui ressemblent plus à des chefs de famille mafieuses qu'à des chefs de rayon chez Jardiland. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et comme chaque semaine on est 3 en plateau et sur les 3 je vois 2 winners et un loser. Ben alors Tutur, hier après-midi on s'est fait taper par la First Team. Ouais, tranquille. Ils sont où les 52 pions? Attends, on te fait des vidéos dédicacées, on a le droit de te chambrer. Comment ça va mon Tutur? Bah ça va super et vous les gars? Bah ouais, tu t'es bien remis, t'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, écoute, bon j'avoue j'ai pas été bon hier. T'as été bien défendu j'ai envie de dire. Ouais, on a bien défendu. Les gars faut voir, hein, ils se sont donnés en défense comme never, mais bon c'était bien, bravo à vous les gars. On fait toujours ça, écoute, on se met au niveau de l'adversaire, on a vu notre tuteur arriver en canne et tout, bah voilà, on a gagné. On a gagné au bout, hein. 7e match, avec 2 gamelles d'Arthur, avec un peu de réussite. C'est le jeu, non? C'est le jeu, un peu d'huile de coude, un joli bump sur Polo, et puis écoute... Oh putain, il a détruit Polo, terrible. Ça, encore désolé mon Polo, c'est... Quand tu te bats dans les écrans, au bout d'un moment... Autant pour moi. Allez, quelques annonces avant de se lancer dans le sommaire de l'émission. Tous les lundis soirs, vous le savez, c'est les NBA Classic Games. Et ce lundi, on va vous proposer un retour en 2006 pour un match entre Steve Nash et Jason Kidd, les Nets et les Suns évidemment. À noter aussi qu'il y a un excellent Babac dans ce match-là, qui, il me semble, Thomas de mémoire, fait son record à la passe en carrière. Ouais, absolument. Bête de match d'attaque, suspense fantastique. Les deux meneurs stars là sont au top du top. Et puis pour tous ceux qui connaissent pas trop en fait les Suns de cette époque de Mike D'Antoni, de la relance et tout, et ben je vous invite à être avec nous lundi soir pour voir parce que c'était les prémices en fait du basket moderne tout simplement. Comme d'habitude, un très bon match de basket à ne pas rater. On sait, pour ceux qui sont en France, c'est facile, 22h à minuit sur Twitch ou sur YouTube. Pour ceux qui sont pas en France, ça se passe comme ça. Ce programme est sponsorisé par NordVPN qui soutient First Team depuis très longtemps maintenant. Ce qui nous permet de lancer de nouveaux projets. Et cette saison, le gros projet, c'est les matchs classiques. Tous les lundis, on commente des matchs de légende et ce super programme est géobloqué à la France. Pourtant, on sait que vous êtes très nombreux à nous regarder à travers le monde. Et c'est là que NordVPN te sera utile. En utilisant le changement d'emplacement virtuel, tu peux changer ton adresse IP et profiter de tous nos programmes ainsi que tout autre contenu géobloqué dans le monde entier. Films, séries ou événements sportifs par exemple. En plus, tu peux profiter de NordVPN pour chiffrer ton activité sur Internet et ainsi protéger ta confidentialité et tes données pendant la navigation. Le tout sur 10 appareils différents en simultané, y compris sur les Apple TV et Android TV pour changer ton adresse IP directement sur ta télé. Alors dès maintenant, il y a une offre dispo uniquement via notre lien, 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef.
Un très bon match à suivre, comme d'habitude, le lundi soir dans le Big Monday. Des bons matchs à suivre aussi dimanche avec DAZN à 16h30, Saint-Quentin, Nanterre, commenté par mes soins et Thomas Laroukis pour bien lancer, ou en tout cas son milieu d'après-midi, et puis enchaîner avec la belle affiche à 19h entre Monaco qui reçoit l'Asvel. Ça sera en gratuit sur DAZN et sur la chaîne YouTube, Tom. Comme toujours, et c'est quand même des moments nous qui nous régalent, hein, suivre le championnat de France comme ça avec les énormes affiches du mois de mars, gratuitement sur YouTube ou sur la plateforme DAZN. Écoute, c'est tout bénef avant Pâques. Le sommaire de l'émission, on aura pas mal de news comme d'habitude. On commencera avec les Knicks qui font toujours briller des total inconnus. Je suis un petit peu méchant, mais un petit peu piqué au vif aussi. On aura un débat sur Paul George. Que doit-il faire? Doit-il être tradé? Doit-il rester? Il y a beaucoup de questions à se poser sur Paul George. C'est pas simple. On fera une palette tactique cette fois-ci. On reviendra sur un système qu'on n'avait jamais vu. En tout cas, personnellement, j'avais jamais vu. Des Pacers, vous savez, ce tir à 4 points de Tyrese Haliburton. Mais il y a toute une préparation un petit peu originale. On essaiera d'analyser ça. Surtout que c'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Et on finira par un exercice où là, je dois me rendre à l'évidence. Dramatique. Voilà, c'est le quiz. Terrell Brandon, là, il est terrible. Je n'ai plus d'ambition, je n'ai plus d'amour propre quand je fais un quiz. C'est terminé pour moi. Il y aura quand même un quel fac, j'imagine, il y a Arthur qui est là. Donc là-dessus, t'es encore bon. Ouais, mais c'est le qui suit. Il était beau, il y a deux fois, là. Il avait été bon. Tu fais le mal. Tu es malade ou quoi, celui-là? Non, cette année, on est au moins à 50-50, sinon c'est moi qui suis au-dessus. Cette année, je t'assure. T'es un malade, donc t'es au-dessus. Tu seras jamais au-dessus des facs. C'est pas parce que t'es allé plus loin à la fac que moi que t'es meilleur en fac. Faut pas. Et moi, je suis un peu déçu parce que regarde, je me rends compte là sur le plan large, mais en fait, c'est incroyable. Blanc et jean et bleu. C'est les dames. C'est les dames. C'est quoi les dames? Tu sais, un damier, quoi. Un damier, quoi. Oui, c'est les dames. Je savais pas trop l'info, mais bref. Allez, bravo, en tout cas, bien assorti, les amis. Je me suis mis en noir, car je porte le deuil de mes quiz minables. Voilà. Bon, avant les quiz, il y a les news quand même. Bon, évidemment, il a fallu que ça tombe sur les Knicks, mais Mamou, hier soir avec les Spurs, déjà les Spurs ont enchaîné, entre guillemets, une 3e victoire en 5 matchs, c'est l'info, victoire 120-105, et puis il y a un gonze, Mamou Tchekashvili, qui a envoyé 34 points, à 13 sur 14, 7 sur 7 à 3 points, mais la vraie stat, c'est qu'il a fait ça en 19 minutes. En fait, le mec, il avait un date après, il est venu, il a joué 19 minutes, s'est barré, et il a détruit complètement les Knicks. Bravo pour un joueur dont on sait les qualités, mais qui a jamais vraiment eu sa chance. Ouais, en tout cas, hier soir, il a montré de très belles choses. Ouais, absolument. Il fait partie de ces mecs-là qui sont ultra bons coéquipiers, qui ont des vraies qualités, mais qui jouent avec parcimonie. Et donc, finalement, ces fins de saison là, où il y a plein de blessures et donc il y a des minutes à aller chercher, profite à ce type de profil. Hier, il fait un match exceptionnel parce que donc il joue un peu plus de 19 minutes, il joue pas dans le premier quart-temps. Il joue pas dans le 3e quart-temps. Son premier panier, c'est début du 2e. En même temps, il n'a pas joué le premier quart-temps. Donc oui, non, mais tu vois, 13 points dans le 2e quart-temps. 21 points dans le dernier, avec un 8 sur 8 à 3 points. Alors, vraiment, je le dis, hein, pour tous ceux qui n'ont peut-être pas vu le match. 7 sur 7. Non, 8 sur 8 au tir, au global, dans le 4e quart-temps. Dans le match, c'est 13 sur 14 et 7 sur 7. Avec une défense des Knicks, disons-le, minable. Pick and pop, pick and pop, pick and pop, pick and pop. C'était Kevin Love. C'était Kevin Love. Après, il a mis quelques tomards aussi. En fait, c'est simple. Hein. T'es joué à 3 points, énorme dunk. Entre les deux, il connaît pas. Bref, c'était un bête de match avec le AT&T Center, là. Non, c'est pas du tout l'AT&T Center. Maintenant, c'est Frostbank Arena, je pense. Frostbank, merci. Mamou, c'est des moments importants, je trouve, tu sais, que tu vas pouvoir raconter à tes enfants. En plus, son père avait fait le voyage la veille, et donc il arrive, c'est un peu son porte-bonheur. Arthur Allo, Mamou Bobo, du coup, hier pour les Knicks. Il est en tête depuis tout à l'heure. Non, même pas, je viens de la trouver. C'est insulter mon art. On sait que les fins de saison régulières sur des équipes qui n'ont plus rien à jouer sont propices à avoir des joueurs comme ça, et ça peut donner des idées aux Spurs, peut-être. Ouais, bah oui, tu peux prendre des tests, tu fais des tests, tu fais des paris pour voir un petit peu comment est-ce que tu vas pouvoir construire ton effectif sur les saisons qui suivent. C'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est plus un gars qu'on voyait quand il était au 129 avec Wemby, ou que tu vois de temps en temps sur des interviews ou autres, mais on l'avait pas spécifiquement vu sur le terrain. Et en fait, je pense que du coup, c'est pas un joueur qui a été spécifiquement scouté par New York. Et comme tu dis, l'ensemble de ses paniers, c'est soit des tirs à 3 points après l'écran lorsqu'il pop. Bah écoute, beaucoup de transitions, des dunks tout seul. Ouais, c'est ça. Bon repli, les gros. Bah, de toute manière, quand tu mets 34 points en moins de 20 minutes, c'est que tu as des paniers aussi un petit peu tout cuits. Et donc, bah écoute, ça fait kiffer. Je pense que les Knicks, ils se sont dit, ok, il en a mis un, c'est de la chance. Ok, 2, c'est de la chance, et bah finalement. Au bout de 7, on dit quoi alors? Je sais pas. Bravo, vous avez gagné. Sachant que les Spurs ont mené de 25 points, les Knicks sont revenus dans le match, c'était plutôt sympa à suivre, mais franchement, bravo, il rejoint quand même une liste de All-Stars, de futurs Hall of Famer. Les mecs qui ont mis les meilleures marques à 30 points ou plus sans avoir joué 20 minutes dans un match, c'est quand même donc Kevin Durant, Kevin Love
Et le troisième, j'ai oublié, je vous l'ai dit tout à l'heure, mince. C'est dingue. Je vais regarder. C'est pas moi, Je c'est l'ai pas. dit. Après- Non, c'est pas toi. Je vous le dirai dans un instant. Après, tu vois, je trouve qu'il y a de plus en plus de moments où tu vois des joueurs qui font des perfs singulières ou des stats qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Moi, je pense que ça traduit aussi une augmentation des talents Bien dans sûr, la ligue. on le dit depuis Et des années. on peut dire ce qu'on veut. Tu sais, des fois, on fait des comparaisons avec les époques. Alors, ça tient pas toujours, mais tu vois, j'ai vraiment l'impression que aujourd'hui, plus que jamais, l'année prochaine encore plus et dans 10 ans encore plus, il y a tellement de talents. Il y a que 450 joueurs. Le basket, il devient mondial. Et en fait, chaque joueur, c'est un bête de joueur en fait. T'as à la fois ça, pour moi, t'as raison, hein, le niveau de tous les Moyen, mecs. le niveau a moyen augmenté. du joueur NBA a augmenté. de Et fou. surtout, le style de jeu moderne est ultra propice à ces moments-là. Clairement. Tu sais, les coups de feu. On parle beaucoup entre nous des runs, des temps forts, des temps faibles. On voit ça beaucoup dans tous les matchs NBA qu'on peut suivre. Et donc, forcément, il y a ici ou là, dès qu'il y a un mec qui prend chaud, les défenses ne s'adaptent pas assez à mon goût. Et donc, ça donne des performances exceptionnelles. Ça nous fait parler d'un joueur dont on ne parle pas assez. Donc, tant mieux, en fait, quelque part. Exactement. On va parler maintenant des Clippers, dont on a assez peu parlé au finalement cette saison aussi. 7 victoires en 8 matchs, et notamment la dernière qui nous a marqué, c'était face à Cleveland. Victoire 132-119 avec, vous le voyez, un Kawhi Leonard de 2 galas, 33 points, 7 rebonds, 12 sur 19 au tir, et puis surtout l'impression visuelle de se dire OK, he's back, Arthur. Ouais, clairement. Alors en plus, sur ce match-là, c'est pas une victoire qui a été tranquille ou autre. Hein. À un moment, ils perdent de 20 points, je crois, au premier ou au deuxième quart-temps contre Cleveland. Et là, tu te dis, bah, c'est typiquement l'équipe qui va pas lâcher. Voilà, on a vu toutes les qualités de Cleveland. Donc en tout cas, bravo aux Clippers. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Lorsque tu vois Kawhi Leonard faire ce genre de stats, lorsque tu le vois bouger sur le terrain, en fait, tu as vraiment l'impression que c'est le Kawhi quand il est au top niveau. Quand il est au top niveau et qu'il a réussi à retrouver ça. Donc, c'est hyper rassurant par rapport aux Clippers. Et tu disais aussi quelque chose qui est super intéressant, je trouve, c'est les Clippers passent sous le radar. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement été déçus ces dernières années qu'on part du principe qu'on se dit, OK, il y a un bon effectif, mais il y a Kawhi, donc on peut pas compter sur lui, donc on n'a pas d'attente et donc on n'en parle pas. Et en tout cas, je pense qu'ils vont pouvoir être dangereux dans une optique de premier tour de playoff parce que ça devrait être le cas. Mais il y a toujours cette interrogation Kawhi, donc on revient encore une nouvelle fois, toujours en même chose. On revient toujours aux mêmes choses comme on a fait hier soir dans Clutch. Vous le savez, tous les mercredis et vendredis de 17h à 18h dans Clutch, on revient sur l'actualité NBA. Et hier soir, on est revenu sur les Clippers et sur Kawhi Leonard. Et Thomas, un peu comme toi, pisse froid sur l'avenir des Clippers en playoff. En fait, c'est ça mon grand problème, c'est que si on entre dans le « moi j'y crois », en fait, pour moi, là, on rentre dans le religieux presque, dans le fanatisme, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous a montré ces 5 dernières années que Kawhi Leonard soit capable, au mois d'avril et mai, d'être en fait juste sur le terrain. Donc, je peux dire que les trucs positifs sur lui, sur ses performances. Et tu as raison, ils ont pris le temps de son retour, il a l'air bien luné. Et on l'a déjà dit 1000 fois. L'année dernière, il fait une saison de All-NBA, il arrive en play-off, il joue 2 bons matchs et après, c'est reparti. Et oui, c'est reparti. On est malheureusement trop mal habitué avec Kawhi Leonard et les Clippers aussi. C'est vrai que les deux associés, ça fait beaucoup de mauvais souvenirs en playoff. En tout cas, une vraie malédiction presque, on peut dire. C'est vrai que les playoffs feront foi cette année, si toutefois ils y vont. Ils sont actuellement 7e de la conférence Ouest. Ils se battent pour un spot direct en playoff pour finir dans le top 6. Ils pourront certainement aussi passer par le play-in. En tout cas, j'ai l'impression que ça reste une équipe plus que poil à gratter. Maintenant, il faudra voir avec notamment James Harden qui fait une super saison aussi. Mais on sait que les playoffs sont un autre métier. Entre les joueurs qui passent au travers dans des grands moments de playoffs plus la malédiction Clippers, ça va être intéressant de voir cette année s'ils arrivent enfin à battre un petit peu tous ces mauvais sorts. On enchaîne avec Anthony Davis. Vous vous souvenez d'Anthony Davis qui avait fait 3 quarts temps exceptionnels avec les Mavs avant de disparaître, pas 3 ans mais presque. Anthony Davis, il pourrait revenir. Il pourrait revenir alors que la saison des Mavs semble quasiment finie. Eh ben non, on va faire un point sur la situation. Le joueur, lui, veut revenir, blessé depuis le 8 février aux adducteurs, on s'en souvient. Il va être envoyé en G-League. Ça m'a un petit peu surpris quand même. Non, ça arrive souvent pour se remettre en route. Les stars, avec les stars comme ça. C'est rare. Non, ça arrive. C'est juste pour refaire du 5-5 à Dallas. Attends, même moi, Malakoff, vous en voulez m'envoyer en G-League sur un retour de blessure, j'ai dit non. Et donc Dallas, vous le voyez, le bilan, ils sont toujours en course pour être dans la conférence, pour être en course dans le play-in dans la conférence Ouest. Qu'est-ce qu'on fait, Arthur, un petit peu là? On a un joueur qui a envie de jouer et on a l'impression que les Mavs préparent déjà presque, pourquoi pas un coup pour la prochaine draft. Écoute, moi je serais d'avis de le laisser au repos et de le mettre au frais pour l'année prochaine. Là, clairement,
statistiquement, mathématiquement, ils ont une place à jouer pour le play-in, mais on sait qu'au vu des blessés, déjà on n'est même pas sûr qu'ils puissent avoir suffisamment de joueurs pour faire certains matchs. Compter sur lui pour un retour, non, je pense que c'est un petit peu trop précipité. C'est un gars qui est fragile, il a pas 22 ans, il a 31, il va sur ses 32. Injury prone au possible, il n'y a plus rien à jouer cette année. Mettez-le au frais et on n'en parle pas. Même pas de G-League, moi je ferai rien du tout. Je passerai une batterie de tests, je enverrai les meilleurs kinés, les meilleurs nutritionnistes, les meilleurs tout ce que tu veux, mais il faut qu'on puisse anticiper sur l'année prochaine. Là, c'est mort. Le souci dans ce que tu dis, c'est que tu vas contre la volonté de ton joueur. Ouais. À partir du moment où c'est une star, tu l'as recruté en tant que star, tu as laissé partir Luka pour le faire venir. Si le gars il te dit mais moi je suis là pour jouer les gars, vous avez pas commencé à me parler de je sais pas quoi, non, on est là pour jouer, on est là pour essayer de se qualifier en playoff, qu'est-ce que tu vas dire en face? Tu vas essayer de le convaincre. Je crois que c'est aussi la réalité du sport de haut niveau, le choix des joueurs doit prévaloir sur beaucoup de choses. Et donc si Anthony Davis, après un mois sans jouer, est très frustré, je pense qu'il doit l'être vraiment, ça doit être terrible dans la tête. S'il a envie de revenir, il faut... Même si c'est pas le truc le plus intelligent, je te rejoins, hein, il faut le laisser revenir et il faut donner un semblant de on finit bien la saison. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut évidemment tenir compte de la vie, d'autant plus quand c'est une star. Après, j'ai pas la teneur et la nature de la manière dont il a dit qu'il voulait revenir, parce qu'on sait aussi que politiquement, les gars, ils disent toujours oui, je vais jouer tous les matchs, je vais être à fond, je vais être un maximum de temps sur le terrain, etc. Donc j'ai pas la déclaration exacte. Sur ESPN hier, il y a un journaliste qui a dit justement le front office, la franchise a eu le même discours que toi, et lui il a dit non, moi il est hors de question que j'écoute et qu'on aille dans ce sens-là. Je suis là pour rejouer au basket en cette fin de saison. Et puis il y a l'image de la franchise. Je crois qu'aujourd'hui les Mavs ont tout intérêt à essayer d'offrir un visage un peu conquérant entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé depuis le trade de Luka Doncic. Alors, tu te rends compte que 2023, ils font venir Kyrie, ils lâchent la fin de saison, ils vont pas en play-in. L'année d'après, ils font finale NBA. C'est aujourd'hui, les Mavs, c'est un statut. C'est une équipe qui a fait finale NBA l'année dernière. Et là, de nouveau, tu vas rater le play-in. Je comprends, on sait tout ce qui s'est passé, mais pour l'image, par rapport aux fans aussi, relâcher une nouvelle fin de saison pour la deuxième fois en 3 ans, ça serait quand même bien vilain. Alors ouais, ça serait vilain. Après, mais là, pour moi, ce qui prime avant tout, c'est la santé des mecs. C'est la santé des mecs. Et donc, le sportif sur le projet global. Il veut revenir, l'autre. Il l'a dit. J'ai compris. Ouais, ça, y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut voir le côté sportif au global. Nico Harrison, c'est ce qu'il a vendu, c'est ce que les propriétaires ont vendu. Je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que ils n'iront pas en playoff, ou en tout cas, même le play-in, ça va être très compliqué. Heureusement que Phoenix, c'est dramatique, parce que sinon, on n'en parlerait même pas en fait. Ils ont gagné, nos amis hier à Chicago. Non, mais ils n'ont pas que gagné. Ça y est, ils sont 10e. Ouais. Les Mavs sont passés 11e, voilà. Les Suns sont 10e, ils ont le même bilan. Donc c'est aussi l'info, ça tombe bien. Anthony Davis a envie de revenir. Bon bah s'il a envie de jouer au moins un match de play-in face à je sais pas qui, ce serait bien qu'il soit sur le terrain. Ouais. On est quand même passé en 1 mois et demi, 2 mois de win now à on attend la saison prochaine et on veut pas. En un mois en fait, même c'est en un mois. Catastrophique. Terrible. Une mauvaise nouvelle parce que c'est un joueur qu'on aime bien. On avait fait une palette sur lui. C'est Trey Murphy. Trey Murphy qui est blessé donc à l'épaule. Il était en train de réaliser sa meilleure saison en carrière. Vous le voyez avec des jolies stats, 29 matchs manqués déjà cette saison, et donc il ne finira pas l'exercice 2024-2025. Saison noire pour nos amis des Pelicans qui sont avant-derniers de la conférence Ouest. C'est terrible. En plus, la blessure, elle est horrible. Elle est dans la première minute du match. Le gars, il se pète l'épaule. Tu comprends tout de suite que c'est grave. Hop, fini pour la saison. Mais c'est vrai que, tu vois, on a beaucoup parlé des Mavs et de cette malédiction là qu'on peut imaginer. Les Pelicans, ils sont aussi dans ce type de choses-là. Hein. C'est-à-dire que rien n'est linéaire. Tu peux jamais construire avec la même équipe. Tu peux jamais enchaîner plusieurs matchs avec la même line-up. Écoute, c'est une saison horrible qu'il faudra oublier, reconstruire, réfléchir à bien drafter et puis arriver au training camp avec peut-être les mêmes hommes, cette fois-ci en forme, avec un Zion qui a l'air, lui, pour le coup, d'être en forme. Ouais, c'est l'éclaircie dans la nuit. Arthur, je te lance un peu sur Zion parce qu'on t'a pas souvent ici. C'est l'éclaircie un petit peu dans la nuit. Je le disais, Zion, il est bien en ce moment et je vais t'aller te chercher là-dessus. Il est bien aussi physiquement. Ouais, effectivement. Bon, mais tu vois, Zion, en fait, dès qu'il est sur le terrain, c'est qu'il est à peu près en forme et il performe en fait. C'est un gars, oui, il rend ouf parce qu'il est tout le temps blessé, etc. Mais quand il est sur le terrain, il a toujours des stats, ratio minutes, ratio match joué, qui font partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Et c'est checkable sur Internet. Il est vraiment hyper fort. Et évidemment, on sait que la donnée principale, c'est la gestion de son poids. Il l'a annoncé, c'est arrivé petit à petit au fur et à mesure de sa carrière qu'il avait du mal à gérer un petit peu tout ça, la côté basket. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il a pris un peu d'âge, peut-être un petit peu plus de maturité, mais on n'a toujours aucune garantie quant au sérieux qu'il peut apporter. Donc, point d'interrogation, comme beaucoup d'autres. Point d'interrogation. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis les Pelicans. Je ne sais pas ce que je fais du cas Zion. Quand il est sur le terrain, il est bon, il n'y a rien à dire. Il porte son équipe. Le gars, il joue 20 minutes, il met des 25 points à chaque fois. Mais voilà, quid de sa santé. Donc, à voir.
On verra en tout cas la suite des Pelicans. Prochaine étape, on imagine que c'est la loterie pick pour eux. Hein. Ouais, absolument. Un petit mot juste sur Trey Murphy. La vraie info aussi de cette saison, c'est que Trey Murphy a assez montré pour qu'il soit le titulaire à l'aile. Et même, allez, pas go-to-guy parce que la Zion, mais en tout cas, un gars important dans le 5 majeur, au point qu'on transfère Brandon Ingram, qu'on ne prolonge pas d'abord Brandon Ingram, et puis qu'on le transfère dans un deuxième temps. Donc, cette blessure, elle est aussi malvenue parce que c'est un gars qui est en pleine progression, qu'on apprécie beaucoup, tu l'as dit, fort des deux côtés du terrain, athlète incroyable et bon shooter. Voilà, maintenant, il va falloir assumer ce statut d'être un titulaire qui va rentrer dans des moments où, bah vas-y, on t'attend tous les soirs, il va falloir que tu sois bon tous les soirs. Vous le savez, pour exister, pour faire tout ce qu'on vous propose tout au long des semaines, on est avec des partenaires, on a besoin de partenaires, et un de nos partenaires principaux, c'est Winamax. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allez, on va enchaîner avec le débat puisqu'on a un gros dossier à ouvrir et pas le plus glorieux, c'est celui de Paul George et des Sixers. Ça pouvait pas finir autrement. Finalement, cette saison pour Paul George, il est évidemment blessé. Pire, il est même doublement blessé. On va voir ça en tableau. Une blessure pour Paul George, donc au genou, et une blessure à l'aine cette saison. En tout, donc, il aura raté 41 matchs. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait un match sur deux de raté. Messieurs, j'aimerais qu'on revienne au début de saison, quand Paul George arrive avec cette signature-là, qu'il n'est pas conservé, en tout cas désiré un petit peu plus du côté des Clippers, qui vient team-up avec Joel Embiid. On était déjà dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on vous y avait déjà cru ou est-ce que vous saviez que ça allait être fiasco annoncé? Moi, je vais pas vous mentir, quand je vois les commentaires aujourd'hui en disant c'était prévisible, non, on savait, le contrat était énorme, etc., moi, je suis un peu circonspect à ces avis un petit peu simples, parce que la réalité, quand on va du point de vue du sportif, c'était la meilleure équipe autour de Joel Embiid sur le papier. Je pense que Daryl Morey a fait un excellent... Pas sur le terrain, par contre. Sur le papier. Tu m'as parlé de quand il arrive. Oui, oui. Donc moi, quand il arrive, Paul George, manière de ballon, bon défenseur, expérience, a joué des playoffs, retourne dans la conférence Est. Moi, j'étais ultra hypé par la possibilité que il puisse amener toutes ses qualités autour de lui. On avait vu l'interview en plus, on avait parlé de Tampering, on se souvient l'émission, hein, où il a dit ce serait bien peut-être que tu viennes l'année prochaine chez nous. Hop, il signe juste après. Ça avait fait un petit peu parler, mais dans l'idée, j'aimais en tout cas ce qu'allait être cette équipe des Sixers. Le problème, c'est que en fait, dès les premiers instants, entre les blessures, les méformes et surtout l'expression collective de l'équipe, très rapidement, ça s'est cassé la gueule. Arthur, c'est un projet auquel tu as cru, toi? C'est vrai qu'effectivement, quand il est arrivé, tu te dis, en plus des qualités qu'il peut apporter sur le terrain, il y avait aussi cette menace extérieure et le spacing qui pouvait peut-être un petit peu manquer de temps en temps l'année dernière, notamment en play-off. Moi, je trouvais juste que c'était cher. Je trouvais juste que c'était cher, mais sur du court terme, sur du 1-2 ans, je me dis, c'est le fit parfait par rapport à ce qu'il y a de disponible. Joel Embiid, on sait qu'il a des soucis de blessure, mais sur 1 ou 2 années, ils vont clairement pouvoir jouer la première place à l'Est ou la deuxième avec Boston, et en tout cas, jouer le titre. Après... Tu sais que je me disais, la 3e année de contrat, la 4e année de contrat, elle est très chère. Il va avoir 38 ans, donc ça va être compliqué. Mais c'est la NBA. Si tu veux faire venir des stars, tu es obligé de signer des gros contrats et sur du long terme. Donc voilà. Le truc, c'est qu'on est très rapidement revenu de tout ça. Et en fait, très rapidement au début de saison, on s'est dit, ah ouais, ça va être compliqué. La santé globale des superstars, avec même Maxi qui a raté des matchs, ça va être très très compliqué. Alors, personnellement, j'imaginais absolument pas le marasme total qu'il y a autour de cette franchise, parce que malgré tout, il y a quand même de la qualité, et les voir aujourd'hui perdre à chaque fois contre les derniers, c'est terrible. Mais oui, c'est très décevant de voir Paul George s'arrêter. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que lorsque tu vois la nature des blessures, oui. En plus il a une autre blessure au doigt aussi. Oui, exactement. Il a une 3e blessure au doigt. C'est des trucs récurrents, chroniques. C'est des trucs récurrents, voilà, c'est des trucs chroniques. Exactement. Et c'est des trucs où quand tu reviens, tu sais que t'es jamais à 100%. Exactement. Ça fait un peu penser à du Kawhi en fait. Là, il est en train de se transformer. Alors, il est un peu plus vieux. Il est en train de se transformer déjà en une version de Kawhi qu'on a vu sur les dernières années. Tu dis que c'est frustrant de le voir, mais c'est pas si surprenant que ça. On a un tableau pour voir toutes les dernières saisons de Paul George, pour voir le nombre de blessures et le nombre de matchs qu'il a ratés. Regardez en 2019-2020, donc jusqu'à
là cette saison, c'est quand même, à part l'année dernière, il y a quand même chaque fois quand même beaucoup de matchs avec évidemment en prime cette année 2021-2022 où il rate plus de la moitié des matchs. On savait qu'il y avait un risque quand même sur Paul George. Il y a les blessures. Puis il y a le niveau aussi. Thomas, on a été surpris par moments par des prestations de Paul George avec un niveau qui était très en deçà de son niveau intrinsèque. Il y a même eu des comparaisons statistiques à un moment donné avec Tobias Harris qui était il a quand même rendu de meilleurs services aux Sixers. qui était quand même l'un des mecs visés à chaque fois quand il était du côté de Philly. Là, les stats de Tobias Harris sont un peu baissés, mais il y a un moment donné... Cette année, ça. Hein. Ouais, il est bon, cette année. Tobias Harris. Hein. Mais à un moment donné, Tobias Harris avait des stats égales, voire supérieures à Paul George. Oui, c'est drôle. Alors, avant d'aller sur la comparaison qui régale toujours, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il y a le nombre de matchs manqués, ça fout la haine. Mais il y a surtout le niveau des matchs qu'il a joués, qui est pas préoccupant, qui est catastrophique. Il est nul en défense, il a pas de peps. On l'a vu jouer nous au Garden, et d'ailleurs il fait plutôt un bon match. Mais tu sens qu'il a perdu son mojo. En fait, tu sens qu'il a perdu ce qui a fait de lui un troisième du vote de MVP. Où sur un coup d'éclat, sur une passe D, un cross, un dunk, il va pouvoir, lancer un run, ce genre de choses. Là, mon gars, je vois un gars qui serre les dents, qui essaye de tenir sa place et donc qui malheureusement est pas en capacité physique ou mentale d'ailleurs d'être à un niveau à 212 millions, à un niveau de All-Star, un niveau de All-NBA, alors qu'ils l'ont pris pour ça, même s'il a 33 ou 34 ans. On en voit des mecs de 38-40 ans qui sont très bons encore en NBA actuellement. Donc voilà, elle est là aussi le grand problème de Paul George cette année, c'est que non seulement il a manqué des matchs, mais c'est surtout qu'il est pas bon. Il est très mauvais au basket et que l'équipe en plus n'est pas bonne. C'est pas comme si l'équipe, tu vois, avait des standards défensifs qui permettaient d'avoir du déchet en attaque. Non, l'équipe elle est déjà mauvaise. Alors est-ce que c'est parce que Joel Embiid n'a pas été là et est pas bon aussi quand il joue? Est-ce que parce que c'est Paul George? Sûrement c'est un ensemble de tout ça, mais voilà. En tout cas, c'est encore une fois de la déception qui ressort pour tout le monde. Ce qui est surtout très frustrant, Arthur, c'est que tu l'as dit, pour attirer des superstars, faut des gros contrats sur du moyen terme. Là, le problème, c'est que c'est la première année de Paul George aux Sixers. En fait, il n'y a même pas eu un début de kiff, il n'y a pas eu un début de mimole. Non, mais il y a... ça a frotté la cuisse, mais c'est tout. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Me touche pas. Ah bon, pardon. Non, mais clairement, il y a zéro kiff. Et en plus, tu vois, pour ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, c'est que Paul George, c'est un gars, on s'est dit, il va s'adapter. Il connaît peut-être pas forcément exactement ce genre de contexte, mais c'est un gars dans un système particulier. À Indiana, il avait su dépasser Danny Granger pour devenir la superstar. À Oklahoma, être un peu derrière Russell Westbrook, mais un joueur qui peut un peu tout faire. Je crois qu'il finit deuxième il finit troisième Westbrook, il finit plus haut que lui. Au vote de MVP, deuxième défenseur de l'année. Un autre profil encore aux Clippers où il était vraiment dans le profil de finisseur. On était parti le voir à San Antonio sur un match des Clippers il y a un an. Mais donc voilà, je trouve que moi j'avais pas de doute quant au rôle qu'on allait pouvoir trouver. Après, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je pense que les Sixers s'aperçoivent que c'est une galère, que son contrat, c'est une mission. Ils le savent. Sauf qu'ils ont un deuxième contrat galère avec Joel Embiid qui va gagner presque 70 millions dans 1 ou 2 ans. Donc déjà, c'est un truc de ouf. Mais surtout, en fait, là, sa valeur marchande, elle est à zéro. Elle est à zéro. Et là, je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Là, c'est la galère. On va revenir un petit peu sur ça. Je veux qu'on reste un petit peu quand même sur le cas global. Paul George, c'est quand même un mec qu'on adore. Hein. C'est votre génération 90. C'est un mec qu'on a kiffé, pour qui on a eu une énorme empathie, notamment après sa blessure terrible à Las Vegas avec Team USA. C'est un mec qui a toujours été dans des gros projets. Tu l'as dit. Les Pacers. OKC. Finale de conférence. OKC. C'était cool. Hein. Il y avait la place. OKC. Il part aux Clippers derrière. Il arrive à Philly. Il a été que dans des projets très ambitieux. Et on a l'impression que c'est un petit peu il y a une espèce d'aura autour de Paul George très négatif où tous les projets finalement tombent à l'eau. De toute façon, là on en revient toujours à quand on parle de chapeau, de qui est quoi, t'as le chapeau sur les deuxièmes arrières là, t'as le chapeau Kobe, donc tu gagnes pratiquement, tout le temps en fait, Wade. Pratiquement tout le temps, D-Wade absolument, et puis t'as l'autre chapeau, T-Mac. Paul George, tous ces mecs-là qui sont ultra talentueux, qui vont faire des longues carrières sans aucun doute, qui ont pris beaucoup d'oseille, qui ont souvent été tête d'affiche dans chacun des projets où ils ont été à partir du moment où ils étaient en capacité de l'être, et qui n'arrivent pas en fait à passer le cap. C'est ça le problème. Et il l'a assumé. Je sais pas si vous vous rappelez une là il y a 2-3 ans aux Clippers.
C'est Kawhi la star. C'est Kawhi la star. Ouais, vas-y, et frère. moi, je suis là pour l'assister. Oh gros. là là, Mais la ça, honte. alors, c'est un truc de ouf de dire La ça. honte, la honte. Bravo, messieurs. Tu peux le penser, tu peux pas le dire. Le dire, c'est transition. catastrophique. La Ah com oui. de Paul George, elle a toujours été très compliquée. On se souvient de quand il s'annonce Playoff P, quand il C'est pas annonce... le P. Ouais. C'est pas le pire, incroyable. Quand il annonce justement que c'est Kawhi la star, là, quand il... Attends, quelque part, oui, excuse-moi. vas-y, quand quelque part, il arrive dans un bourbier où il est pas en forme, où il y a des blessés, il continue à faire des podcasts, finalement, il dit « J'arrête les podcasts pour me concentrer sur les playoffs alors qu'ils sont à la ramasse ». Il a aussi quand même... Incroyable, ça. C'est quand même un joueur, quand on entend parler, qui est intelligent, qui est structuré, mais il a quand même une manière de communiquer qui l'aide pas, quoi. Ah ouais, et j'ajoute le mauvais tir de Damien Lillard sur sa tête où il dit c'était un mauvais tir. Sur la con. Au bout d'un moment, hein, tais-toi et voilà. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, de toute manière, il y a tellement de réseaux, il y a tellement de choses que si t'es pas si tu ne maîtrises pas chaque mot qui sort de ta bouche, chaque mot qui sort de ton téléphone, c'est compliqué. Et effectivement, il s'est mis en galère avec l'ensemble des déclarations que tu as pu dire. Donc oui, ça va pas lui laisser une très bonne legacy. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Il bénéficie d'une aura un petit peu négative, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était un gars que tout le monde kiffait. Tous les joueurs qui arrivaient en NBA, oui. ils disaient Voilà. moi, mon modèle, c'est Paul George. Grave. Moi, mon GOAT, c'est Paul George. Donc là, on n'est pas sur la bonne voie, quoi. Du coup, on n'est pas du tout sur la bonne voie. Mais du coup, alors, on fait quoi maintenant? Parce que son contrat, on va le voir, on l'a dit, il est quand même costaud. Paul George est dans un âge avancé. Pas costaud, gros. Il a 35 cette Il est année. hein. obèse, gros, disons-le. C'est terrible, c'est une maladie à ce moment, ce truc-là. C'est un contrat. Entre ce que tu as en face et ce qu'il gagne, c'est Donc, une Vous catastrophe. voyez donc la dernière année de contrat 2027-2028 et c'est une player option. Donc c'est lui qui décidera s'il la Je pense prend. qu'il va la prendre, Erwan. S'il la prend ou pas. Il sait déjà qu'il va la prendre, le mec. Et à côté de ça, on a vu les stats tout à l'heure. Qu'est-ce que Philadelphie peut faire de Paul George? Qu'est-ce que Paul George vaut sur le marché? Et est-ce que vous croyez qu'une équipe veut récupérer ce mec-là? Alors, je pense qu'il faut... Tu vois, Arthur a commencé à avancer les pions de sa valeur marchande et tout. La première chose, c'est quelles sont les natures de ces blessures? Est-ce que c'est réparable? Et d'ailleurs, je pense que les deux trucs que je veux dire, ça marche pour Paul George et ça marche pour Joel Embiid. Est-ce que les Sixers croient encore au fait qu'un jour, ils puissent être à 100%? Tu vois, c'est une vraie question. Ils ont le choix même, en fait. Non, mais en tout cas, tu peux te poser la question. Déjà, avant de penser à un trade et tout, tu te dis, bon, ok, Paul George, on va regarder, on va te mettre au scanner, t'as mal là, ok, notre médecin dit que tu vas pouvoir, l'année prochaine, revenir à 100%, enchaîner des matchs à peu près normalement. C'est pas une question d'âge, c'est surtout une question d'être en forme. On est tous plutôt d'accord que, dites-moi si je me trompe, s'il y a une possibilité que Paul George et Joel Embiid reviennent à 100%, même après une opération, 2 opérations, ils prendront le risque de les garder. Moi, c'est ma position. Moi, c'est ma position de base. On rappelle, tu parles de valeur marchande. Aujourd'hui, on voit son contrat, mais auquel il faut associer le fait que Paul George réalise sa plus mauvaise saison depuis 2014. Et on sait qu'il avait joué 8 matchs. C'est là où il s'était... Mais ça compte pas, quoi. Voilà, ça compte pas. Donc, Paul George, il est quand même sur une pente très descendante. Parce qu'il est blessé. Mais alors, est-ce que je vous pose la question? C'est un mec qui vaut à peine 16 points par match. Il a été très mauvais dans une mauvaise équipe. Mais je vous pose la question. Est-ce que si demain, le médecin en qui vous avez confiance dit Paul George peut être réparé, est-ce qu'ils prennent le risque de prendre le temps de le réparer, tout simplement? Non, moi, je pense que Moret, c'est un gars... Wesh Moret, c'est un gars archi pragmatique et qu'il n'aura pas de... On l'a vu par le passé. James Harden, notamment. James Harden à Houston. Il n'aura pas, de... Aidez-moi. Il va pas hésiter à le dégager. Il va pas hésiter à le dégager. Mais maintenant... De scrupules. Moi, je pense juste que tant qu'il n'a pas fait aller un mois à un bon niveau, tant qu'il n'a pas un peu rassuré sur le terrain, parce que faire des tests, etc., oui, mon genou, le cartilage, c'est réparé, on a une nouvelle technique, etc., il a fait une bonne Summer League, il a fait des bons entraînements, tant qu'on ne l'aura pas vu performer, et c'est la même chose pour Joel Embiid, hop, leur valeur, elle sera archi basse. Alors oui, tu peux toujours trouver un pigeon, pardon mon expression, qui va peut-être réussir à le récupérer parce qu'ils veulent mettre un peu de hype, ils n'arrivent pas à attirer des entre guillemets gros joueurs, etc. Mais pour un projet sérieux, je pense que là, sa hype et sa cote, elle est à 0. Clairement, tant qu'il n'a pas fait un mois pour nous rassurer et qu'on l'ait vu sur le terrain, sa cote, elle est à 0. Thomas, la grande différence de Daryl Morey à Houston avec James Harden, c'est que la valeur de James Harden, elle était énorme. Non, mais moi, quand je disais Daryl Morey, c'était Daryl Morey à Philly. Rappelez-vous qu'il n'a pas voulu lui donner de l'argent. Et c'est pour ça que James Harden a voulu se barrer. Je pensais pas à Houston, je pensais à Philadelphie. Mais même à l'époque de Philly, Harden avait une valeur marchande qui, à mes yeux, est bien plus supérieure. Le rapport qualité-prix est bien plus supérieur de Harden à Philly que Paul George aujourd'hui. Il voulait partir. Paul George ne veut pas partir. Mais il voulait partir parce en fait, c'est pour ça que je me mets d'abord dans si on imagine qu'il puisse revenir. Là, on rentre dans la deuxième chose. On a fait une discussion sur Klutz la dernière fois. Est-ce qu'il est cramé? Moi, j'ai dit, gros, il est cramé. Il est cramé. Moi,
c'est terrible ce que je vais dire, mais entre les mecs qui ont 38-37 ans, là, donc de KD à LeBron, en passant par Steph Curry, qui arrivent encore à jouer à très haut niveau à 38 ans, pour avoir ces 3 mecs-là, faut tous les autres, ou d'ailleurs James Harden aussi, je peux rajouter, à 35 ans, qui continue à performer, 35-36. Il y a tous les autres, en fait, qui vont pas pouvoir enchaîner. Parce que c'est le plus difficile de pouvoir d'enchaîner 82 matchs en ayant beaucoup de blessures, en serrant les dents, etc., etc. Donc, à partir du moment où moi, tu me dis, il peut plus jouer à très haut niveau, son niveau réel, c'est ça, là, 16 points pour 211 millions. Allez, même si tu veux, même allez, 18-19, sans vraiment avoir son mojo, être mauvais en défense, etc., etc. Est-ce que tu le trades? Je fais tout pour le trade. Absolument tout pour le transférer. Est-ce que c'est possible? Donc là rentre la question de la valeur marchande. Moi, je crois quand même qu'en NBA, tu peux toujours transférer un mec. On va pas se mentir, il y a toujours un mec, pas un pigeon forcément, mais un mec qui va le prendre pour une raison économique, etc., etc., qui a un cap space énorme, qui peut absorber. Je pense forcément à des équipes de deuxième partie de tableau, hein. Il n'y a aucune bonne équipe qui va les récupérer. Mais je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir récupérer un mec comme Paul George. Donc c'est quand même ça. Je pense qu'il ne faut pas se fermer. C'est comme pour jouer l'Embiid. Tu te souviens, il y avait cette discussion. Oui, jouer l'Embiid, personne n'en veut. Mais vous êtes ouf ou quoi? Non, il y a toujours un mec qui va essayer de le récupérer pour essayer de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, et ben, il se fera retransférer. Et puis ce sera le pire contrat de la NBA. Moi, je te rejoins sur le fait que tout est transférable en NBA. Et je te rejoins surtout, et c'est plus intéressant, sur le fait qu'il est cramé. Il est cramé physiquement. Et je pense qu'il est cramé dans la tête parce que quand tu vis la saison qui traverse avec Philly et que derrière tu fais autant de podcasts, t'as l'air cool, en fait t'es plus dédié à ton métier. Oui, c'est vrai. Il y en a qui le font, il y en a qui arrivent à le faire, Draymond Green, mais Draymond Green, son équipe fonctionne, il continue à fournir ce qu'il fournit. Je te dis pas que c'est incompatible, mais en tout cas quand t'es dans le dur comme ça. Alors oui, certains vont dire ouais, mais il a arrêté. Mais il a arrêté, c'était très tard dans la saison. Moi, les gars, je suis pas d'accord avec vous. Les joueurs NBA, ils ont énormément de temps. Moi, j'en veux pas qu'un gars fasse un podcast. Mais moi, je l'en veux pas. Je te dis juste qu'aujourd'hui, ce mec-là, il a d'autres envies qu'être un joueur majeur d'une équipe qui a de l'ambition. Et je lui en veux même pas. Je te dis juste que je prends la totalité de sa saison, l'œuvre entière de sa saison sur et en dehors du terrain. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, ce mec-là, en plus des blessures, c'est un mec qui psychologiquement a toujours envie, a toujours la dalle d'aller chercher un titre. Draymond Green, je le vois faire des podcasts, envoyer des grandes bombes, répondre à des mecs, mais sur le terrain, je vois toujours la bave aux lèvres. Paul George, Thomas l'a dit, on l'a vu à New York. J'ai un peu plus de doutes. Bah tu vois, moi j'ai pas d'éléments qui me montrent qu'il est cramé mentalement. Physiquement, j'ai aucun doute. Il est cramé physiquement. Et je voudrais juste faire une parenthèse. Les GOAT des grands sports, au tennis, au football américain avec Tom Brady, Messi, etc., qui jouent jusqu'à 40 ans, ils nous ont fait croire que tout le monde pouvait jouer jusqu'à 40 ans et être performant et gagner des Coupes du Monde ou des titres. C'est pas la norme. Et je pense que Paul George, il nous ramène à cette réalité-là à 35 ans, physiquement, lorsque tu as fait des 1000 matchs en carrière ou un peu moins, c'est énorme et tout le monde n'est pas capable de tenir ce rythme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il est plus cramé physiquement, mais j'ai aucun élément. Son corps qui suit pas son mais esprit, ouais, moi j'ai pas l'impression que ça soit. Il a pas moins la dalle qu'il y a quelques années. J'ai pas cette impression-là, moi. L'année dernière, quand il jouait, il était encore bon, tu vois. C'était que l'année dernière. Quand je dis cramé psychologiquement, le mot cramé, ça peut paraître vraiment, il a plus envie de faire ça. Je te dis juste que je pense qu'il kiffe jouer au basket. Et c'est vrai qu'à New York, on le voit sur des flashs, on fait ah ouais, Polo, quand même, t'es encore là. Mais par contre, je pense qu'il a envie d'autre chose. Ouais. En fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de carrière qui te parlent de leur après-carrière, disant, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai hâte de pouvoir avoir du temps pour faire ça. Je pense juste qu'il a envie d'autre chose. Et pour moi, pour être performant, pour être un numéro 1, numéro 2 d'une franchise NBA, tu dois être dédié quasiment qu'à ça. Oui, je suis d'accord. Et il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'environnement de Philadelphie. Il y a quand même un truc, et franchement, on en a déjà discuté ici, on a déjà parlé des infos qu'on avait eues avec certains qui étaient passés là-bas. C'est pas une bonne franchise. C'est juste pas une bonne franchise. C'est pas une franchise qui est assez structurée pour, à un moment donné, passer ce cap-là, d'aller en finale de conférence dans ce cycle. Parce que les joueurs passent, les têtes changent, les coachs changent, et pourtant, c'est tout le temps les mêmes problèmes. Tous les jours, les mêmes problèmes. De blessures, de mecs qui n'ont pas envie d'être là, le public est ultra dur avec les joueurs, et finalement, t'es toujours dans le même truc, c'est-à-dire tu passes pas la demi-finale de conf. Et cette année, ils vont même pas aller en play-in. Et ça part d'où, les gars? Ça part de tout en haut. Toujours propriétaire. Toujours, t'as raison. Bah, la COF est un club qui vit très bien parce que tout en haut, il y a des mecs qui ont des visions. Bravo à Flo alors. Bravo à Flo, exactement, on l'embrasse. J'ai une question un peu annexe, mais qui me fait marrer. Quel est le pire contrat? Celui de Paul George ou celui de Bradley Beal? Moi, Paul George.
tous les jours, il y en a un des deux qui peut jouer. Ouais, l'autre, il peut jouer. Et regarde, moi, imaginons que demain, les Suns arrivent à trouver un échappatoire pour notre ami Bradley Beal. Moi, je suis sûr qu'il pourra performer, qu'on pourra peut-être oublier que c'est le pire contrat. L'autre, il y a toujours cette épée de Damoclès qui nous dira, bah, en fait, le gars, il peut se blesser. Et on vous l'avait dit. On le savait. Il a une player option à 60 millions. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut mettre le fait de la saison minable de Paul George sur le fait, et on va voir le roster des Sixers, sur le fait que ça soit une saison noire aussi collective avec quand même un enchaînement de blessures, et ça, on ne contrôle pas, on le sait. Regardez l'infirmerie des Sixers, c'est quand même un délire. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert que Ingram, c'était un joueur qui allait être MVP dans 2 ans. Et ça, quand même, ça nous régale. Moi, je dis double MVP, je dis double MVP même. Hein. Il a encore mis 28 hier, bref, ça nous régale. Mais t'as raison, c'est une saison noire pour une équipe qu'on imaginait tout en haut. Saison noire pour les Pelicans, on en parlait tout à l'heure, on les imaginait en playoff, donc ça fait moins mal. Saison noire pour les Suns, avec des raisons catastrophiques. On avait du mal à les imaginer en finale NBA. Eux, on les imaginait tenir tête à Boston. Donc la déception, elle est énorme, parce qu'en plus, ils n'ont jamais eu de bons moments dans la saison. Ils ont jamais eu ce mois où ça y est, c'est parti. Ah ouais, exactement. Ouais. Et sachez, vous vous souvenez, il y a un mois, je disais, moi je suis sûr que Philly va revenir, je suis sûr qu'ils vont accrocher le play-in. Comme Milwaukee avec le mauvais début de saison. Exactement. À un moment donné, ils vont bien s'y mettre. Non, ils s'y mettent jamais. Donc c'est une saison noire. Tout est cata. Pourtant le coach Nick Nurse, on parle absolument pas de la suite et de son avenir au sein de la franchise. Donc c'est bien qu'il y a un truc qui est plus profond. C'est pas qu'une histoire de joueurs, c'est pas qu'une histoire de coaching. Il y a un truc un petit peu malaisant. Maintenant, j'ai envie d'aller un peu sur la suite, et c'est cet été, il va y avoir évidemment beaucoup de réflexions dans le front office. Il y a 2 contrats qui sont terribles. Il y a 2 joueurs sur qui le projet repose. On n'oublie pas Tyrese Maxey, mais qui lui est quand même sécurisé et qui est censé incarner quand même le futur, et qui a amené quand même quelques réponses, même si on voit qu'il a raté quelques matchs aussi. Ouais. Cette saison, 17 pour lui. Bon, 63 pour Embiid, c'est inatteignable. Et 42, donc pour Paul George, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on fait cet été côté Sixers? Est-ce qu'on explose tout et on essaie de tout bazarder? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on essaie de croire encore jusqu'au bout? On y est, on va mourir avec nos idées. Bon courage. Hein. Vous avez 4 heures. Moi, je suis JM. Perso, j'essaie de bazarder. Peut-être pas construire autour de Maxi, parce que je suis pas sûr que ça soit une première option pour un titre ou pour aller loin. Mais moi, j'essaie de refourguer les 2 contrats. Hein. Direct. En tout cas... Tu décroches ton téléphone. Ah oui. Bon, est-ce que ça vous intéresse, un grand pivot camerounais, américano-français, qui joue pas beaucoup de matchs, mais qui est très fort quand il joue, mais qui a peut-être pas de genoux? Ça vous intéresse? Non? Bon, on va les garder alors. Mais en fait, moi, le truc, c'est, on a vécu Trust the Process, qui a été vraiment, ça a été théorisé limite. Ça aurait dû être maintenant, là, en ce moment, le pic de Trust the Process. Ils auraient dû faire 2 ans déjà. Non, mais je veux dire, on devrait être dans le pic, quoi. On devrait être dans les meilleures années. Il devrait être en finale de conf, en finale NBA, voire champion. Ce projet-là est complètement patatrac en ce moment. Repartir sur une nouvelle séquence, pas de gagne, mais de lose, avec des nouveaux choix de draft, etc. Parce que c'est comme ça que j'imagine l'après Joel Embiid à Philadelphie. Mon gars, va falloir faire avaler la pilule aux fans des Sixers, hein, qui sont très durs, on le rappelle. Ouais, mais moi je pense qu'il faut recréer du love. Comment tu fais? Tu décroches ton téléphone, tu essaies de bazarder, et tu essaies de recréer un peu de kiff, un peu de love à Philly. Ah donc tu fais comme les Mavs, alors dans le sens où... Non. Attends, mais Doncic c'était ni Embiid, ni Paul George. Moi, mon idée c'est, ils ont fait Trust the Process. Pour moi, si tu dois enlever le cycle de Joel Embiid, tu dois repartir par la draft, et voilà. Mais là, ce que j'entends, c'est que comme les Mavs, plutôt que quand tu lâches la star, tu vas chercher d'autres stars pour continuer à être compétitif. C'est ce que tu es en train de me dire? Pas spécialement. Bah alors du coup, moi je dis, c'est quoi alors? Je prends mon téléphone et j'étudie le marché. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu souhaites? C'est ça ma question. Je souhaite voir ce que le marché peut m'offrir. Mais non, mais je me suis pas... Il est trop fort. Ah d'accord. En fait, je veux qu'il prenne LeBron James. C'est ça, t'es content? Mais je sais pas, en fait... Mais non, attends. Alors, je vais répéter ma question. Il y a t'es GM, t'es Daryl Morey, on t'offre 2 possibilités. Soit tu repars par la draft avec une mauvaise équipe et donc drafter des mecs, faire des bons choix, ou alors, pour Joel Embiid, pour Paul George, vraiment, tu vas chercher d'autres joueurs déjà performants dans des âges qui t'amèneront à être compétitif. Par exemple, tu peux avoir Sabonis. Non, mais je te dis n'importe. Tu vas être performant, on va continuer sur le pas. Je prends pas. Okay. Je prends pas. Donc, quelque part, ramener des superstars, les superstars, on les connaît, je les vois pas aller à Philly. Sachant qu'il y a une mauvaise réputation, clairement, chez la franchise. On dirait les Knicks, il y a 10-15 ans où personne voulait venir. Moi, je veux me débarrasser des mecs, voir qu'on peut récupérer peut-être des superstars sur des fins de contrat, mais je crois que cette équipe-là, elle est
condamné à repartir de zéro. Donc par la draft, finalement. Tu dis quoi, toi? Ouais, pas tout bazarder, tout reconstruire. Non, mais il y a Tariz Maxi. Ouais, voilà, Il y a mais je pense que Gershon, ce que tu as fait de Gershon, tu peux lui offrir un beau contrat cet été et le sécuriser. Je pense qu'ils vont garder Nick Nurse, qui est, même si cette année il fait pas des bons, il n'a pas des bons résultats, ça reste un coach quand même champion NBA. Bah oui. Tu repars pas non plus de 0-0. Oui, oui, moi McCain, on a vu des belles choses avant qu'il se blesse. Clairement. Il y a Quentin Grimes, qui est en train de famille, régaler. C'est pour ça que je te dis, faut redonner du kiff, je pense aussi aux fans des Sixers. Non, mais moi je le vois comme ça. De toute manière, si tu traites Paul George et Joel Embiid, tu vas pas avoir que des tours de draft aussi. Tu devras avoir des joueurs qui restent quand même à peu près potables. Voilà, je parlais de valeur marchande qui est pas très haute. Ça va, c'est pas non plus des joueurs de G-League. Donc oui, moi je pense qu'il faut faire un mix entre les deux. Mais en tout cas, t'es sûr que là, sur les 2-3 prochaines années, et encore les reconstructions maintenant c'est plus long, ça va être très compliqué. En fait, tout ça pour dire que Embiid, on a déjà eu des débats sur Clutch ici. Pour moi, c'est fini. Mais tu fais une croix sur... je fais une croix sur Joel Embiid, mais je l'avais dit il y a 2-3 mois. Et aujourd'hui, ce débat-là, en le bossant, en me replongeant dans les stades de Paul George cette année, en regardant quelques bribes de match, je me dis, c'est fini aussi. Ouais, ça se tient. C'est fini. Voilà. C'est... À cet âge-là, quand tu redescends à 16 points par match avec des blessures, et même quand tu joues, t'es pas bon, parce que Paul George, souviens-toi, on avait assisté à un de ses retours contre Utah à Los Angeles. Le mec, il met 34, il était trop fort. Il a plus ça. Pour moi, les deux sont terminés, donc il faut qu'il s'en débarrasse. Coûte que coûte. Superstar, plutôt la draft, à voir ce que le marché t'offre. Mais pour moi, c'est terminé. Croire en eux, c'est encore une fois creuser un petit peu plus le trou de la déception. Moi, je propose un trade avec Jalen Duren et Tobias Harris. Comme ça, Joel Embiid va là-bas. Tobias Harris, t'es bien le go-to guy. Je prends direct. Hein. Pour qui? Pas pour Détroit. Pour Philly, oui. Attends, vous avez vu cette rumeur? Vous avez vu cette rumeur? Apparemment, Devin Booker à Détroit, ça pourrait vraiment le faire. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé? J'ai vu cette rumeur ce matin. Ah ouais? Je me dis, attends, mais c'est exceptionnel, ça. Bon, je vous dis ça comme ça, c'est vraiment une rumeur de merde. Il a mis 41 hier en plus, donc écoute. On vous a demandé, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il fallait faire de Paul George, et on a pris 3 de vos commentaires. On est un petit peu loin, Tom ne les a pas envoyés. Est-ce que je vais réussir à lire? Non. À toi, Tom. Alors. Si, je l'ai. Doivent-ils? La réponse est oui. Peuvent-ils? Oui, malin celui-là. La réponse est non. Non. Contrat est tellement toxique et déplacé. Toxique à déplacer qu'ils vont devoir hypothéquer leur avenir s'ils veulent le lâcher. Ah oui. Pas encore. Il faut donner une deuxième année à ce trio. Putain. Ils ont joué 15 matchs ensemble et pas 100%. Et pas à 100%. Paul George a pas passé et pas blessé en troisième option avec un Embiid en forme. Et Maxi qui continue de progresser. Ça doit aller loin. Beaucoup dépend des blessures. Ok, très bien. Et le dernier, c'est sur Instagram. Il faut tout faire péter. L'effectif est beaucoup trop sujet aux blessures et trop fragile. Ils doivent réussir à se débarrasser des boulets pour avancer. Écoute, moi, quand je vois tout ça... Je t'ai vu, bâtard, hein. En même temps, gros, il est loin l'écran, je suis myope. La dernière fois, j'ai fait la classe à des élèves de CM2, là. Les mecs, ils lisent mieux, quoi. Faut dire la vérité. Mais alors, attends. C'est pas un problème de lecture. On rappelle que je suis à -7 et -8 trucs. La télé, elle est loin sa mère. Erwan, il nous faut la jumelle, là. Comme à l'opéra. Ah, ça me fait penser au lycée quand il y avait un mec qui lisait et qu'on était... Dans le meilleur des cas, hein, parce que gros, dans le meilleur des cas, oui. En français, là, au collège, on était catastrophiques. Donc, il y a carrément Georges, je sais pas lire, d'accord. Allez, vas-y, Maître Capello, dis-nous. Ça n'a rien à voir avec Maître Capello. Je suis là, j'entends. Ça fait combien de temps le First Day Show? Je sais pas, 10 ans. Et ben voilà, ça fait 10 ans. Bref, on s'en fiche. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est qu'il y a un monde où l'année prochaine, ils reviennent en forme tous. Non. Voilà, on est d'accord. Mais non, moi j'y crois pas. Moi, tu sais ce que je crains. Il y a un monde. Tu sais ce que je crains, c'est que ils arrivent à bazarder les deux, que les 3 joueurs, le trio, soient dans 3 équipes différentes et que tu vois tous y fassent une bonne saison. Ça, c'est ça. Non, mais par contre, aux Sixers, j'y crois pas. Pas le bouger. Non, si Maxi reste et qu'ils arrivent à trader les deux autres, tu vois que les 3 au même moment arrivent à être en forme. Mais bon. Ce serait une belle histoire pour chacun des 3. Mais aux Sixers, j'y crois pas. Très bien. Nous, on n'y croit pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez un petit peu plus d'optimisme que nous concernant les Sixers et Paul George. On va passer à la palette. Et c'est cool la palette parce que c'est Thomas qui la prend et qui n'a rien à lire. Le 12 mars dernier, vous vous souvenez ? Les Pacers avaient remporté un match incroyable au buzzer avec une action 3+1 de Tyrese Haliburton sur un système assez incroyable. Mais ce système, on l'avait déjà vu avant aussi. Thomas, on va analyser ces 2 systèmes assez similaires pour voir un petit peu le renouveau et les têtes pensantes du coaching staff des Pacers. La première info, et vous allez la voir, c'est que c'est une remise en jeu côté
dans la phase offensive des Pacers. Et je vous dis ça parce que regardez, on y va tout de suite, hein, regardez comme le placement de base nous fait penser à tout sauf à du basket. Bien sûr, ça nous fait penser à du football américain. Ça, c'est la première action. Donc, c'était en finale de conférence l'année dernière. C'était le 3e match face aux Boston Celtics. Vous le voyez, 1,7 secondes à jouer. Et donc, il va falloir prendre un tir rapide. Donc, les 4 joueurs des Pacers sont de leur phase E arrière. Et la remise en jeu par Andrew Nembhard est donc phase avant. Ça va nous donner donc des mouvements, encore une fois, de Madden, avec Tatum qui est sur Siakam, qui le lockdown complètement. Ça part comme ça. Croisement des 2 ailiers autour de Miles Turner qui, lui, prend l'axe. Et ça va donner une espèce de petit bordel parce que ça fait des écrans en mouvement, des trucs un petit peu chelous. On switch pas. Et ben, ce qui est sûr, c'est que les défenseurs, là, Jaylen Brown et Derrick White, se font complètement avoir. Ça va donner un tir difficile, certes, mais ouvert pour égaliser. Et regardez la petite passe de Nembhard. Tac, le tir. Heureusement que Drew Holiday arrive. Heureusement que Drew Holiday est un défenseur extraordinaire. Heureusement que c'est Naismith aussi qui le prend, je pense. Et donc, Naismith, on s'en souvient, l'année dernière, Naismith, l'année dernière, c'était Paul George et celui des Pacers. Panier raté, mais première action, on s'arrête là-dessus. On n'avait jamais vu ça. En tout cas, moi, ça me rappelle rien dans mon imaginaire de basket. Non, moi non plus. Alors, ça fait très longtemps qu'on est sorti du game, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose de complètement novateur. Remise en jeu dans la phase offensive. Pas un joueur qui est dans la phase offensive. C'est du jamais vu. C'est vrai que ça fait très foot US. Moi, j'aime beaucoup. Ce qui est dommage sur cette action-là, c'est qu'on l'a vu sur le rewind, si on peut le rejouer. Il y avait McDermott. C'est que la bonne passe de Nembhard, elle est à l'opposé sur McDermott parce qu'ils ont, à partir du moment où Derrick White et Jaylen Brown ne changent pas et que McDermott est ouvert tout seul à 3 points, que c'est un shooter pur, ils avaient gagné. Alors là, c'est bien pensé, c'est mal exécuté. On parle de 2 trucs différents. Voilà. Il y a la mise en place et puis il y a le choix du mec qui fait la passe. L'exécution. Et mine de rien, franchement, c'est pas une mauvaise passe non plus. Il fait une passe à terre dans le rythme. Avec un mec qui arrive de face. Attends, ça, c'est les tirs qu'on voit en NBA. Arthur, quand il a mis 52, il en a mis 10 comme ça. Donc voilà, un petit mot sur cette action. T'as déjà vu ça, toi? Non, j'ai jamais vu ça. Et si tu m'avais parlé de cette action, j'aurais clairement pensé peut-être à la fac, des fois à la fac aux États-Unis, il se passe des trucs de fou et tout. Donc ouais, j'avais jamais vu ça. Mais effectivement, c'est pas que ça paraît logique, mais quand tu le vois, tu te dis ouais, c'est plus simple. Mais lorsqu'il y a du mouvement, bah effectivement, c'est beaucoup plus dur à défendre plutôt qu'un écran où on sait que soit tu changes, soit tu changes pas, et qu'au final, l'adaptation, elle est beaucoup plus difficile à réaliser. Et ce qui est compliqué, là, quand ils se croisent les deux, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Exactement. Ouais. Et ça, on le sait, on l'a vécu et on change sur tout. On change sur tous les écrans. Ok, mais les mecs qui se croisent, il y a toujours un mec qui dit on change, bah non il n'y a pas écran, mais non mais ils se croisent, mais en fait, et ça crée toujours la zizanie, exactement, et on le voit même chez l'une des meilleures défenses NBA, ça fout le bordel. Et sachant que, ce que je disais tout à l'heure, il fait pas un écran, mais il bloque quand même 2 mecs à un moment donné qui se croisent. Mais en fait, il y a toujours ce truc, c'est pour ça que dans les consignes, il faut être très précis, on change sur tout, c'est même sur les croisements ou sur les écrans. Parce que changer tout, c'est ça, mais combien de fois, et nous on s'est pris la tête plein de fois là-dessus. Voilà, bref. En tout cas, on l'a vu, ça n'a pas marché, mais ça a marché face aux Bucks. Déclat, Erwan. Tyrese Haliburton n'aime pas ce système, ce ATO. Donc sorti. Non, je vais la lire. Je déteste jouer ce système. Car je pense que je ne vais jamais avoir la balle. C'est comme une action de football américain. La première fois qu'on a joué ce système au camp d'entraînement il y a 2 ans, j'ai rentré le tir de la même manière. Et alors? Mais tu sais lire en fait. Progression. Mais je passe en CE1. Déclaration incroyable. Faut se challenger comme ça. Bravo. Allez, en espagnol maintenant. D'ailleurs, cet été, j'ai fait un cours de lecture. N'importe quoi. Donc, déclaration, on voulait la mettre avant ce tir donc de Tyrese Haliburton face aux Bucks. On y va tout de suite. On se regarde ça à vitesse réelle. Toujours ce bordel. Et un tir exceptionnel. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a faute, mais bon, ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Donc, on y retourne. 3 points d'écart, 114-111, 3,9 secondes, il y a un peu plus de temps que tout à l'heure. On se retrouve toujours avec une remise en jeu dans la ligne avant, et on se retrouve surtout avec 4 mecs qui se trouvent à peu près aux mêmes endroits, pas exactement, mais presque au même endroit, avec Siakam qui est derrière, Miles Turner. Pas défendu pareil, Siakam. Ouais. Exactement, c'est surtout pas du tout défendu pareil. Tatum, là, 1, n'est pas sur le terrain, et 2, il y a personne qui joue son rôle. Mais on va suivre surtout Haliburton qui va passer par la petite porte de derrière, comme adore faire Erwan la nuit. Tac, on se retrouve avec une... Ça va pas la tête. C'est parce que je connais le videur, quoi. Avec une zone super, avec une zone là-bas qui est libre. Et Haliburton a tout vu, bien sûr. Et ça pose des écrans. Pour le coup, tout à l'heure, t'en parlais, il y avait que des croisements. Là, il y a Siakam qui pose un écran. Une super passe, encore une fois, dans le bon timing. Un tir
Ave Maria, là, clairement, il faut du talent, il faut de la réussite. On rappelle, il y a eu la faute de Yanis en plus, avec un autre angle, c'est encore plus beau. Je rappelle, je sais pas pourquoi il y a faute sifflée là-dessus, mais on aime ce système, c'est exactement la même chose, c'est pas la même finition, et ça, surtout les croisements finissent pas pareil non plus, Erwan. Ouais, ça me rappelle un système qu'on avait étudié à l'époque où j'étais chez Bean, de Brad Stevens, qu'il avait pris à Butler sur des remises en jeu, avec une passe lobée à l'opposé, qu'il avait remis avec Boston. C'était très bien ça. J'aime bien quand dans la NBA comme ça, on voit des nouveaux systèmes et ça prouve qu'on continue à bosser parce que le basket change et donc les systèmes aussi changent. Moi, j'avais jamais vu ça et je trouve ça très cool de pouvoir découvrir des nouvelles façons d'attaquer, de gérer des dernières possessions. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si d'autres coachs vont utiliser maintenant ce type de système-là, parce que c'est pas simple. Il y a vraiment du taf. Hein. Ah oui, oui. Là, tu vois, c'est pas. Il y a rien au hasard. Alors là, non, il faut quand même le faire. Il faut l'intégrer. C'est un truc que t'as jamais fait. Arthur, en fait. toi qui suis la NFL bien plus que nous, c'est vraiment, j'aime bien faire la comparaison avec la NFL parce qu'il y a ce truc de, on court droit, on croise des courses, on sait où on veut mettre la balle. Bah là, ça fait penser au tracé de receveur ou de tight end. On part tous à peu près sur la même fait pas ligne. trop quand même. Désolé. sur les tracés de receveurs, ouais, clairement, les gars partent tous en même temps. Ils ont un tracé qui est plus ou moins précis et tu dois trouver une solution, mais l'adaptation, elle passe évidemment par les joueurs qui doivent se démarquer, qui doivent faire leur tracé, mais aussi par le passeur. Et la limite là qu'on peut voir jusqu'à présent, c'est que la passe effectivement qui a été faite sur le premier système qu'on a vu, c'est pas la meilleure passe possible. Alors oui, tu trouves un tir, ce qui est déjà une bonne chose, mais en allant plus loin, il va falloir essayer de trouver à chaque fois les meilleurs passeurs parce que tu as plein de les meilleurs tireurs, parce qu'à chaque fois, tu as 1, 2, 3 solutions en même temps. Il y a un vrai travail de quarterback pour le passeur. Pour le coup, ça marche pour les meneurs de jeu dans le truc, ça marche pour les mecs qui font des remises en jeu. On met toujours un gars qui est bien équipestre quand même pour faire la bonne passe. Exactement. Le tracé est toujours très important. Est-ce qu'il est aussi bien tracé que tes pecs et tes abdos, Arthur? Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, on s'est régalé à faire cette analyse. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et c'est la fin de l'émission, messieurs. Voilà, on s'est régalé. Comme d'habitude, il n'y aura pas de quiz. Je m'en branle. Fuck les quiz. Non. Quiz. Allez, Tom Serravino, viens. Je vais essayer de faire deux ronds. Voilà. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Comment ça va, Arthur? Ou devrais-je dire loser? C'est vrai qu'il était dans notre équipe, donc c'est pour ça qu'il se permet ça. Oui, pour le contexte, évidemment. Grande cohésion dans votre équipe d'ailleurs, les gars. On parle beaucoup, quoi. Oui, exactement. C'est quand tu dis on. Erwan aime bien pointer du doigt les mecs. On n'aime pas les on ici. Alors du coup, c'est quand tu dis on, c'est qui? C'est ouais, Erwan me parle beaucoup. Ah oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'on regarde les vidéos de la hoops sans son, et il y a juste Erwan qui fait. Il fait ça aussi un peu quand même. Allez. Ok, c'est vrai. Ok, qu'est-ce que Mais je te parlerai plus de toute façon parce que hier il y a des gens qui ont regardé la vidéo dessus qui m'ont dit avec tes grands gestes, la vie de ma mère je te parle plus. Mais t'es incapable. Je te dis même plus bonjour. Du coup, la semaine dernière t'as réussi, là t'as pas réussi. Du coup, c'est semaine plus après. confort. Mais après, des fois il fait un peu des Non, dingueries. c'est le jeu. Je suis dans l'énergie, Je te rappelle bref. que c'est un handballeur le mec. Hein. Ah oui, et alors? Et Allez, donc ça va être de ma faute. Oui. on part sur un quel fac comme d'habitude. Wow. La dernière fois, c'est Erwan qui avait été très bon. Hein. Non, Oui, c'est il moi, nous c'est avait moi. détruit. Non, c'est moi. C'est toi? Sûr et certain. Ouais, mais lui il est toujours sûr et certain. Ouais, que c'est frérot, lui. regarde. Ah si, il a peut-être raison. C'était la fois d'avant. Erwan avait été très bon. Erwan avait été très bon la fois d'avant. Sans moi, Allez. c'est que du passé, c'est maintenant qui compte. On part sur un quel fac, c'est We parti. On part avec Gilbert Arenas. Arizona. Arizona, ça part. Oh, je suis pas du tout concentré. Allez. Brandon Bass. Ah, Boston UNLV. College. Non. je l'ai. Michigan State. Non. Attends. Ah. Brandon Bass. Attends, je suis sûr que C'est je bon, peux l'avoir. c'est bon. Vas-y, passe. C'était LSU. Ah oui, LSU. Ah ouais, Putain. UNLV. Si je vous dis Avery Bradley. Ah, je l'ai. Texas. AM. Non, je l'ai, putain. Avery Bradley. Ça commence par un T aussi. Tant pis. Non. Temple. Et bah c'était Tennessee. Steven Adams. Pittsburgh, bien sûr. 2-0. Robert Williams. Boston College. Non. Texas. Oui. Texas il était AM. AM. Texas AM. Je suis confondu. 2-1. Deron Williams. Illinois. Illinois. Putain. 2 partout. J'ai pas compris qui a dit aussi, frère. PJ Washington. Duke. Non. North Carolina. Ah non. PJ Washington. Attends. PJ Washington. C'est Kentucky. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai. Kentucky. 2-2. Derrick Coleman. Oh, je l'ai. Non, mais c'est Syracuse. Syracuse, bravo. Alex Caruso. Texas A&M. Mais oui, bien sûr. Bravo. Il a fait le break. 4-2. Jeff Teague. Wake Forest. Aïe. 5-2. Il me reste 5 noms. Allez, un tutur ou Thomas. Yves Ponce. Tennessee. Ça fait 5-2-2. 7 Curry. Duke. Ah là là. Arthur. C'est Arthur. Hmm. 5-3-2. Anthony Mason.
Je sais Aucune pas, idée. Aucune Non. idée. Ok, c'était Tennessee. Encore Antoine Walker. Kentucky. Bravo. Kentucky, bien sûr. Bravo. Et pour finir, John Henson. North Carolina. North Carolina. North Carolina, Bravo, mais ce bravo. sera quand même une victoire Bravo, d'Erwan bravo. O'Keefe. Oh, quelle fac. Bravo. Quelle fac, bravo. À l'ancienne. Ouais. Ah non, ouais. Wow, je vais pas être la Rincé, mon gratuité gars. du truc. À l'ancienne, pas tant, mais rincé. Non, ouais, ouais, 10 ans, il y a quoi, 10 ça, ans. 10 Oh, ans. rincé, bon, une carrière honnête, quoi. Ouais, c'est pété, frère. Ouais, on part sur un autre mec rincé. Dans le qui suis-je? C'est un indice Je sais pas. Qui je, je suis né le 24 août 1995. J'ai 29 ans et j'ai quitté les parquets NBA après un dernier match le 3 janvier 2023 avec Boston. Mais, Oh, vache. commençons par le commencement. Je passe par une fac dont je tairai le nom. Et voilà. Sachez juste pour les plus connaisseurs que c'est la même que Thomas Bryant. Sauf que je la quitte un an avant qu'il débarque. Oh, il était où ce grand chien? Ah, j'ai dit les connaisseurs. Hein. Je n'y passe qu'une seule saison où je taffe. 11 points de moyenne, 9 rebonds et 1,4 contre en moyenne. Mhm. Je suis nommé dans l'équipe All Big Ten et je suis largement considéré comme l'un des grands espoirs de ma génération. C'est pour ça que je me présente. On se croirait sur me va. France, ouais, sans déconner, quoi. T'as vu la voix que j'ai pris? J'ai Ah adoré. ouais, c'est étonnant. C'est pour ça que je me présente à la draft 2014 avec une seule année à la fac. J'aurais eu une carrière de journeyman. 8 équipes NBA de 2014 à 2023. 8 équipes. Avec une seule équipe où je jouerai plus d'une saison Wow. consécutive. En 2014, c'est à Charlotte que je débarque. Drafté haut. Mais rapidement, la première blessure de ma carrière... Noah Vonleh, ça part Allez. directement ici. Indiana. Je vous mets dans Et Indiana. Allez. Et Thomas est impressionnant cette année. Yes. Ah, non, Bravo. Putain. Pas la porte Noah derrière. Vonleh. Paf. Putain, je l'avais complètement oublié. Et Putain, oui, il Noah passe par Vonleh. Indiana. Ah oui, hein, bon, c'est Eh, voilà. Drafté 9ème par Charlotte. Il y avait des comparaisons de Onyx. lui. Ouais. Il y avait des projections. Vas-y, on s'en bat les couilles, allez, on se voit, c'est bon. Tu vas casser les couilles. Je vais jamais avoir un qui suis. Je vais jamais avoir... Ah, c'est bon, on va parler d'un mec que j'ai pas trouvé, c'est bon. Rendez-vous lundi pour le Big Monday. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi pour le Big Monday avec donc la libre antenne de 20h à 22h et à 22h à minuit. Les Nets face aux Suns en 2006 avec un excellent Bouridio et un duel entre Jason Kidd et Steve Nash. Ciao l'équipe et mon vieux le qui suis.